Je suis Aurore. J'accompagne celles et ceux qui veulent faire la paix avec leur histoire, se libérer de ce qui pèse, revenir à ce qui est vivant, sensible et vrai. C'est pas rien, c'est le podcast pour tous ceux qui ont la sensation de ressentir trop fort, de douter parfois, de porter des bagages un peu lourds ou de ne pas avoir toujours un espace sécurisant pour se déposer. Ici, on parle de notre humanité, de nos traumas, de nos lignées, d'émotions entières, de liens authentiques et du vivant en nous. Parfois à deux, dans des échanges passionnants avec mes invités, ou seul, juste toi et moi. Des conversations vraies, sans masque, sans filtre. Parce qu'être humain, c'est pas rien. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est pas rien non plus. Alors si toi aussi tu veux t'alléger, grandir, ressentir et te transformer, installe-toi confortablement et embarque avec moi dans cet épisode. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast complètement spontané. Ça fait des mois que je vous ai pas parlé. J'aime tellement ce format et je l'ai complètement laissé de côté avec tout ce que j'ai traversé. Et ce matin, en sortant de la salle de sport, parce que oui, maintenant je vais à la salle de sport le matin, j'ai été traversée par cet élan de vous parler des deuils. C'est un des mots qui est les plus présents dans ma vie, ces derniers mois. Et j'avais envie de vous parler de ces deuils, que j'ai dû faire et qui ont ou qui sont en train de transformer ma vie. Et je crois que ça va parler à pas mal d'entre vous. J'ai pas vraiment préparé le podcast. Je crois que je suis vraiment en train de me détacher aussi de faire de quelque chose de parfait. J'ai envie de faire quelque chose d'humain. Et ça parle de toute la transition dans laquelle je suis en ce moment. J'en parle pas trop. J'en ai un petit peu parlé sur les réseaux. J'en parle pas ici. Un petit peu dans ma newsletter. Je suis vraiment dans une phase de mue, de crise identitaire, de reconstruction, déconstruction. C'est clairement pas confortable. C'est très insécurisant, il y a pas mal de choses qui remontent et en même temps, il y a aussi une grande joie et une grande excitation de me dire: «OK, il y a quelque chose d'autre qui va émerger de ça, quelque chose de nouveau». Je pense qu'il y a une partie de moi qui supporte plus être enfermée dans toutes les cases dans lesquelles j'ai pu m'enfermer ces dernières années. Et je crois qu'on est pas mal à traverser ça en ce moment, hein. J'ai pu observer autour de moi que ça nous demande à beaucoup d'entre nous, d'aller vers une forme de réalignement, d'ancrage, de voir si on incarne, ce qu'on prône, s'il y a une forme de cohérence aussi dans notre vie. Donc voilà, je referme la parenthèse pour vous dire que, je suis dans cette traversée pour vous parler de, ces 8 deuils que j'ai dû faire et qui ont changé ma vie. Je pense que j'aurais pu en choisir bien plus, mais j'ai noté, ces 8 là parce que c'est ceux qui étaient les plus présents pour moi. Déjà, je pense que le premier deuil, qui va certainement vous parler aussi, c'est le deuil de «je ne suis plus celle que j'étais». Et je crois que ce deuil, on le fait un peu tous les jours au final parce qu'aujourd'hui, on n'est jamais la même personne qu'hier. Mais je crois que ça concerne aussi, toutes les grandes étapes de vie. Moi, clairement, être devenue maman, ça a été, transcendantal en termes de métamorphose. Ça a clairement pas été confortable, hein. Faut savoir que de base, j'ai quand même une personnalité qui adore faire plein de choses, je voyageais beaucoup, j'étais tout le temps en train de créer, j'avais que moi à m'occuper, même si j'étais aussi très focus sur, tous les couples, que j'ai formés et les relations que j'ai eues. Mais, j'avais quand même cette soif de vivre, de découvrir, de faire plein de choses et être devenue maman, ça m'a, un peu «forcée» entre guillemets à me poser, à ne plus pouvoir faire toutes ces choses-là. Hem Encore plus avec la séparation parce que, bon, déjà quand on devient parent, ça implique des responsabilités et on peut plus se barrer un mois à Bali, comme ça. Sauf si bien sûr on le fait, en famille. Mais vu que moi c'était plus mon cas, bah, j'ai vraiment dû faire ce deuil de, OK, bah, pour l'instant je peux pas partir un mois à Bali, je peux pas faire toutes les formations que j'ai envie de faire, je peux pas faire, tous les stages, tous les week-ends, aller faire tous les événements. Parce qu'avant j'étais quand même beaucoup là-dedans. Et là, bah, j'ai, 2 semaines par mois de libre, plus ou moins.
Mmh et encore, j'ai quand même, un fonctionnement qui est un peu flexible, je pense, qui est peut-être pas le cas de toujours, enfin, de tous les parents, séparés. Mais en tout cas, voilà, ça m'a demandé vraiment de faire ce deuil-là, de alors je parle des voyages, mais c'est pas que ça, c'est aussi, bah, j'ai plus la même énergie qu'avant. Heu, clairement, quand je passe, tout un week-end avec ma fille, le soir, je suis crevée, faut que je me repose plus. Mon système nerveux, il est très, très sollicité. C'est aussi pour ça, je pense que je me suis fait un petit effondrement il y a quelques semaines. Ça a été une accumulation de tout et voilà, ça implique plein de choses, donc je peux plus avoir les mêmes priorités, j'ai plus la même gestion de mon énergie, j'ai plus la même gestion de mon planning. Hem, c'est aussi ça un peu qui pousse, pas mal de parents vers une espèce de crise identitaire de: «Bon, bah, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais?» Quand on est entrepreneur, je crois que c'est encore plus challengeant et je ferai pas le podcast là-dessus, mais être entrepreneur et parent solo, c'est pas un challenge, c'est c'est un marathon. Enfin, je trouverais même pas le mot adapté. Mais du coup, ça parle de ça et je pense que ça concerne aussi, les gens, par exemple, qui traversent des maladies, qui traversent des cancers, qui traversent, comme ça des grosses étapes, qui perdent des gens qui sont importants. Je trouve que la maladie, il y a aussi quelque chose de ça. Moi, je l'ai vécu il y a 10 ans avec mon syndrome, alors forcément ça a été, pour du mieux. Sur le coup, c'était pas facile. Je pense j'avais pas autant de conscience, donc je m'en suis pas rendu compte, mais il y a quand même eu, ce gros virage à 180° et bon, moi, je l'ai bien vécu, mais il y a des personnes qui, ont, une très belle vie, qui avaient, créé, un quotidien, bah, qui était parfait pour eux et puis la maladie vient tout remettre en question parce qu'il peut y avoir, une énergie qui est limitée, des mouvements qui sont limités, on peut plus faire les mêmes choses qu'avant. Parfois, c'est même l'aspect physique qui change. On va avoir pris un coup de vieux, on va avoir, ouais, notre aspect physique qui s'est transformé et c'est des vraies crises identitaires qui ont vraiment besoin d'être accompagnées et clairement, je pense que c'est des périodes, qui sont très difficiles et dans ces moments-là, si on n'a pas de ressources, qu'on n'a pas cette conscience-là, déjà que c'est une phase et qu'on n'est pas accompagné pour aller regarder un petit peu ce qui se passe en dessous et puis pour ritualiser des passages. Moi, j'ai beaucoup ritualisé ces passages-là à travers, des cérémonies, à travers des actes psychomagiques envers moi-même, de me dire: «OK, en fait, bah, ça, je le laisse derrière et je laisse place au nouveau» et bien sûr que parfois ça demande d'accueillir de la tristesse, de la frustration, de l'insécurité et en même temps, c'est un processus qui est obligatoire. On peut pas aller vers du nouveau sans laisser l'ancien derrière. Je pense que c'est aussi, pour ça que je parle de cet épisode-là. Voilà, donc le 1er deuil que j'ai dû faire, c'était ça. Je pense que c'est celui sur lequel je m'attarde le plus parce que c'est celui qui regroupe un peu tout, hein, quand même. Le deuxième deuil et qui a été quand même un gros morceau aussi, c'est, que je ne peux pas plaire à tout le monde. Alors en tant que grande suradaptée, hem, j'ai toujours voulu, faire consensus, ne pas faire de vagues, j'aime pas les conflits. Je, voilà, j'ai toujours essayé de plaire à tout le monde, alors surtout dans, mes cercles sociaux ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est intéressant, ça porte le même nom. Un petit peu moins dans mon travail, dans mes stages et cetera, parce que là, je tiens un cadre et que je me mets au service de quelque chose d'autre, donc c'est plus vraiment moi. Mais sinon, la plupart du temps, il y a quand même ce truc de suradapter, et presque, je me suis rendu compte dernièrement que ça servait pas vraiment non plus, bah, ma mission et ce que je fais. Donc je suis un petit peu en train de travailler là-dessus en ce moment et de mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que, bah, à force de pas vouloir faire de vagues, de pas vouloir plaire à tout le monde, en fait, on en perd un peu aussi notre relief, on en perd notre créativité. On n'a plus envie de déranger, on en perd notre élan de vie, en fait. On a tellement peur qu'il va y avoir, une crise en face, il va y avoir quelqu'un qui va nous juger, nous attaquer, qu'il va falloir argumenter,
qu'on finit par être, presque dans un espèce de figement fonctionnel, hein. Ça peut vraiment mettre le système nerveux en état de figement à force. Hem, Parce que, bah, encore une fois, on a trop peur des répercussions et donc moi, ça m'a demandé de lâcher ce truc et de me rendre compte qu'en fait, bah, si ça plaît pas à certaines personnes, hem, bah, ça parle d'elles, ça parle de leur histoire, ça parle de leur jugement, ça parle de là où elles en sont, ça parle de leur système de valeurs, ça parle pas de moi et que de toute façon, on pourra jamais faire consensus chez tout le monde. Alors, le côté, théorique, je l'avais, hein, je savais très bien qu'on pouvait pas plaire à tout le monde, mais c'était pas encore intégré et là, je pense que je commence vraiment à toucher du doigt ce truc que, en fait, si je continue de vouloir plaire à tout le monde, je vais vraiment finir par perdre mon étincelle de joie et tous mes élans. Et ça parle aussi de notre histoire, hein. Bien sûr, quand on est enfant, on a toujours peur de perdre l'amour, de nos figures d'attachement, donc on veut pas dire un mot plus haut que l'autre, faut pas faire de vagues, faut pas contrarier. Puis après, c'est des choses qu'on maintient aussi, quand on grandit. Hem, Moi, je l'ai aussi vécu, dans une relation où, bah, pour pas, perdre l'autre, pour pas qu'il nous quitte, pour pas qu'on reçoive des attaques, et ben, on se tait et on fait le dos rond. Donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment, un deuil, hyper important pour moi et encore une fois, le concept, au niveau intellectuel, on l'a tous, mais avant de vraiment l'intégrer, je pense que ça demande aussi de construire une forme de sécurité à l'intérieur, une confiance en soi, de rebâtir son estime de soi. Moi, mon estime de moi-même, il y a 1 an et demi, elle était au ras des pâquerettes. J'aurais jamais pu, avoir, les mots que je tiens aujourd'hui. Ça m'a demandé, de prendre des décisions, de faire des choix, de me remettre au centre de ma vie, de me reconnecter à mon corps, de refaire circuler l'énergie, de trouver des solutions aussi pour me rééquilibrer, au niveau hormonal. Enfin, il y a toute une physiologie qui va derrière pour que justement on arrive à rebâtir un minimum une confiance en soi et une estime de soi pour se dire: «OK, en fait, je sais un minimum qui je suis, je sais un minimum ce que je vaux, je sais que je suis quelqu'un de bien, je suis pas parfaite, mais je suis bien». Du coup, bah, du ce que les personnes vont dire en face auront un impact moindre. Forcément qu'on va toujours être un peu touché, hein, mais ça n'aura pas autant, d'impact que ce que ça pouvait avoir avant et ça, c'est quand même un gros, gros shift pour moi. Donc si vous avez ce syndrome de suradapté et de: «Il faut que je plaise à tout le monde», vraiment, faites-vous accompagner sur le sujet. On peut vraiment aller regarder, ce qu'il y a en dessous, souvent il y a encore une fois, il y a des parts blessées, il y a c'est une part protectrice, hein, le suradapté. On peut aller regarder tout ça et ça peut vraiment changer la donne. Le troisième deuil, dont j'avais envie de parler, c'est: j'ai pas la personnalité que je pensais avoir. Ça a été un gros truc aussi, ces derniers mois, hem, que j'ai découvert dans, une de mes formations en constellation, où on a beaucoup travaillé sur, le lien, la relation, la co-régulation, la place dans un groupe, le sentiment d'appartenance et on a travaillé notamment le sujet, le thème, de la vie et de la mort et je me souviens très bien que ce jour-là, j'ai commencé en fait à ne plus en pouvoir de marcher tout le temps dans le groupe, d'être en lien avec des gens et je me disais que, ça devenait vraiment trop difficile en fait pour moi d'être en lien. Ça me demandait une énergie de fou et que si je m'écoutais vraiment, j'avais pas envie en fait de me mettre en lien avec les autres, de les regarder dans les yeux, de marcher, ça me prenait la tête. J'avais juste envie de m'asseoir dans mon coin et presque, ça m'en faisait tourner la tête. C'était très inconfortable pour moi et donc là, ce qui s'est passé, c'était intéressant, c'est que justement en lâchant la suradaptée dont je parlais avant, que j'ai lâché de plus en plus avec cette capacité de m'écouter, de vraiment faire, ce qui est juste pour mon corps et pour mon système nerveux et ben, en fait, derrière, il y a quelqu'un de profondément, hypersensible
et avant, j'utilisais vraiment pas beaucoup ce mot parce que je trouvais qu'il était un peu utilisé à toutes les sauces. Mais il y a une espèce d'hypersensibilité derrière qui fait que je n'arrivais même pas à être autant en lien avec les gens. Et donc là, ça a été assez énorme aussi pour moi parce que j'ai toujours cru que j'avais un attachement anxieux prédominant et pas du tout d'attachement évitant ou très peu. Et en fait, je me suis rendu compte là que quand le lien devient trop intense, trop fatigant et aussi insécurisant, parce qu'au final, c'était aussi dans un environnement avec du monde, avec du groupe, avec du bruit, avec du mouvement, que pour moi, c'était plus insécurisant et donc ça me demandait plus d'efforts. Et en fait, là, que je basculais en attachement évitant total et que j'avais pas du tout envie d'être en lien. Et au fil des jours, ça a été vraiment intéressant parce que moi qui croyais être quelqu'un d'hyper sociable, qui avait tout le temps besoin d'être en lien, qui avait tout le temps besoin d'être sûr qu'il y avait plein de gens autour et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus envie de parler à personne. Je voulais être bien tranquille toute seule, j'avais besoin de silence, d'immobilité, de calme. Et ça a été une révélation. Et c'est intéressant que je vous le partage parce que au final, ça parle aussi de toutes nos suradaptations qui font que fondamentalement, je pense qu'il y a plein de situations dans notre vie ou plein de manières d'avoir construit une vie qui font qu'en fait, on est tellement en suradaptation tout le temps, en suradaptation pour avoir notre travail, pour nous insérer dans une société qui nous accepte, pour être un bon parent, pour gagner de l'argent, pour avoir une certaine réussite sociale, etc., que on en oublie carrément qui on est fondamentalement à l'intérieur. Et donc moi, ça a vraiment été une révélation de fou de me dire, mais en fait, quand j'arrête de me forcer à répondre à une forme d'attente extérieure, quelle qu'elle soit, ben en fait, j'ai un côté un peu sauvage. Alors je sais pas si c'est sauvage, mais en tout cas, j'ai une sensibilité qui fait que c'est compliqué pour moi d'être en lien et en relation. Et du coup, ça m'a permis aussi de mieux comprendre pourquoi parfois quand je parlais avec des gens et que le sujet ne m'intéressait pas ou que la personne se mettait à décharger tout ce qui n'allait pas sur moi, tout de suite je me dissocie, je coupe et presque parfois j'arrive à trouver une entourloupe pour terminer la conversation et je me casse parce qu'en fait c'est trop intense pour moi, c'est trop difficile pour moi de maintenir un lien qui ne me nourrit pas ou qui draine mon énergie. Et donc c'était vraiment incroyable. Et donc c'est une forme de deuil et en même temps pour moi, au-delà d'un deuil, c'est aussi une forme de victoire de pouvoir me réapproprier des parts que j'avais complètement oubliées parce que, soi-disant, elles avaient pas vraiment de place en fait, hem, ou, heu, ou juste elles étaient pas adaptées, à la vie et au quotidien que je m'étais créé. Voilà. Le quatrième deuil dont je voulais vous parler, ça a été aussi un gros truc pour moi, c'est qu'on ne peut pas changer les gens et donc on n'a pas le contrôle sur tout. Ça encore, c'est un concept, hein, qu'on entend partout, hem, mais je pense que j'ai vraiment mis longtemps à le comprendre. Ça, à mon avis, c'est mon côté un peu optimiste qui veut toujours voir le beau chez les autres, qui se dit qu'il y a toujours la possibilité de changer, qu'il y a toujours la possibilité d'évoluer et c'est ça qui a fait que souvent je suis restée dans des relations qui me convenaient pas, comme beaucoup d'entre nous. Mais là, vraiment, j'ai intégré qu'on change pas les gens et qu'on pourra pas leur dire, peu importe, on pourra pas argumenter, on pourra pas essayer de leur expliquer, on pourra pas, se positionner, attendre. C'est pas ça qui va faire que ça va les changer. Il y a que eux-mêmes qui peuvent évoluer. C'est pas nous qui pourrons, les faire changer et parfois ça prend du temps, parfois ça demande, faut qu'ils aient envie et
Et je pense que ça a vraiment été aussi, une énorme source d'enseignement pour moi et une grosse révélation parce que je me suis quand même très longtemps accrochée à ça avec cet espoir qu'on pouvait changer les autres et je pense que ça m'a économisé du coup les mois, précédents, hem, de l'énergie utilisée pour rien. C'est-à-dire que maintenant quand je rencontre quelqu'un, je me dis: «OK, cette personne elle est comme ça». Parce que nous, surtout les femmes, on a ce truc de toujours voir le potentiel chez l'autre. On voit pas vraiment la personne comme elle est, on voit souvent un potentiel. Souvent, c'est chez des partenaires potentiels. On se dit: «Ah OK, bon, ça c'est cool, ça va, ça c'est chouette, bon ça me plaît pas trop, mais ça peut évoluer, ça, il pourrait changer là-dessus». Non, en fait, la personne, elle est comme elle est. Et à partir du moment où on rentre dans une relation avec l'espoir que si on agit d'une telle manière ou qu'on parle d'une telle manière ou qu'on se positionne d'une telle manière, elle va changer pour que ça corresponde à ce qu'on attend, alors c'est mort. Et donc moi, ça a soulagé un endroit en moi de me dire: «OK, la personne, elle est comme ça, avec ses défauts, ses qualités, son système de valeurs et je l'aime comme ça». Et si c'est pas, confortable d'être en lien avec cette personne ou que je me vois pas créer un lien, amoureux ou amical avec elle, ou même, boulot, hein, on peut le mettre dans tous les domaines de notre vie, bah, autant, ne pas, gaspiller d'énergie et accepter que, elle fera pas partie, de mon cercle proche et c'est OK, en fait. Et ça, je pense que ça libère aussi vraiment ouais, une quantité d'énergie, plutôt que de vouloir s'acharner, je parlerai pas, de l'univers, des relations amoureuses, du dating et compagnie pour l'instant, mais j'aurais pas mal de choses à dire sur ce sujet et je pense que ça nous éviterait aussi de ouais, de nous perdre, de nous faire des nœuds au cerveau aussi parfois, de se dire: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faudrait que j'écrive pour qu'il me réponde et pourquoi il me répond pas?» et non, mais en fait, la personne, elle est comme elle est. Si elle a envie d'être en lien avec nous, elle est en lien avec nous et puis si elle a pas envie, elle est pas envie et puis c'est comme ça. Et dit comme ça simplifie les choses, mais en vrai, c'est ça. Hem, voilà. Un autre deuil que j'ai fait, hem, plus récemment, mais que j'avais déjà commencé à faire, il y a plusieurs années, hein, parce que ça, c'est quand même un long chemin aussi. Hem, c'est qu'on n'a pas toujours les réponses. Et alors ça, pour la contrôlante que je suis et que vous êtes peut-être aussi, hem, c'est quelque chose. On n'a pas toujours les réponses de comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça. On n'a pas toujours la réponse de, pourquoi, quelqu'un, nous a coupés, pourquoi quelqu'un nous répond pas, pourquoi, parfois on n'a pas les réponses et on n'a pas besoin d'avoir les réponses et ça, c'est un énorme truc. On n'a pas besoin d'avoir la réponse pour pouvoir avancer. Moi, avant, j'avais tout le temps besoin de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'autre réagisse comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'autre, veuille couper le lien? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'autre réagisse comme ça? J'avais besoin de comprendre parce que la contrôlante en moi, elle se disait: «OK, si je comprends, je vais pouvoir m'améliorer, je vais pouvoir faire ce qu'il faut pour m'adapter et donc répondre aux besoins de l'autre». Et attention, c'est pas pareil que parce que moi, je mets aussi des gros points d'attention là-dessus et je fais vraiment la différence entre ne pas prendre la responsabilité de ce que ressent l'autre et de se faire des nœuds au cerveau, de se blâmer, de s'en vouloir, et prendre soin quand même de la relation, s'il y a relation, essayer de comprendre ce qui se passe pour l'autre, ouvrir la porte, nommer ce qui se passe chez nous, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, et ensuite, ben, on laisse les choses se faire. C'est pas parce que on va dire: «Bah, moi, je suis triste, que tu réagisses comme ça, je comprends pas», que, l'autre va obligatoirement répondre à notre besoin et à notre demande, hein. Parfois, c'est pas possible et on en revient sur ce point de on ne change pas les gens. Mais en tout cas, ce truc de on n'a pas toujours les réponses
pour moi, ça a été quand même un énorme morceau parce que, j'avais toujours besoin de comprendre. Comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, comprendre pourquoi ça a pas fonctionné et parfois on n'a juste pas les réponses et et voilà. Et je m'étalerai même pas plus sur celui-là. Hem, le 6e deuil que j'ai fait, c'est et je pense qu'il est encore en cours aussi celui-là, je suis pas parfaite. Énorme, énorme challenge, pour, la perfectionniste en moi, la bonne élève, et je pense que c'est encore plus difficile, j'en parlais avec une amie l'autre jour, c'est encore plus difficile quand on a la conscience, et qu'on a aussi toutes ces notions autour du dev perso, de la guérison, et cetera. Par exemple, moi, j'ai besoin vraiment d'intégrer et je suis encore en train d'intégrer que je peux pas être une maman parfaite. Je sais que ça va vous parler, pour toutes celles qui sont mères, parce que, je sais très bien que quand, ma fille me déclenche et hurle et que je n'ai plus, la réserve dans mon système nerveux pour rester calme et que je m'énerve sur elle, je sais très bien que c'est pas ce qu'il faut faire, mais il y a mon émotionnel, qui prend le dessus. Hem, c'est même quelque chose de l'ordre de la survie, hein, dans le système nerveux et c'est vraiment très difficile à cet endroit parce que je sais ce qui se passe dans mon corps, je sais, l'impact que ça a sur ma fille en face. J'ai toutes les notions de trauma, qu'est-ce que ça crée dans l'attachement, dans tout ça et j'arrive pas à faire autrement et ça, je pense que c'est vraiment une des choses les plus difficiles quand on a la conscience de l'impact de notre, réaction et qu'en même temps, on n'arrive pas à faire autrement. Là, quelque chose de vraiment de l'ordre de l'impuissance. Moi, j'ai vécu des impuissances, mais et encore aujourd'hui, ça m'emmène dans des espaces de désespoir et d'impuissance, d'avoir la conscience que j'abîme et ne pas arriver à faire autrement. Et vraiment, je le dis avec beaucoup de vulnérabilité ici, hem, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile et là, je donne de l'exemple de ma fille, mais c'est accepter aussi qu'on n'est pas parfait en tant qu'amis. Parfois, on va réagir d'une certaine manière avec des amis, on va dire des mots durs, on va avoir envie de couper, on va critiquer, on va réagir, parce qu'il y a un espace blessé en nous qui est touché et c'est tellement fort. Ça vient tellement toucher quelque chose de viscéral à l'intérieur de nous, de l'ordre de la survie, de qui suis-je, de j'existe, qu'on n'arrive pas à faire autrement et il y a une grande impuissance à cet endroit-là, de voir que malgré toutes les ressources et malgré tout le lien d'amour qui est là, eh ben, on n'a pas encore trouvé le chemin pour faire autrement. Et ça, c'est vraiment difficile. Ça, c'est vraiment difficile et sur le coup, mais surtout après coup aussi. Parce que sur l'instant, on est en plein, on est en réaction reptilienne, donc on s'en rend pas compte, on est juste dans la réaction vive. Mais après coup, la culpabilité, la culpabilité. Et je pense qu'à cet endroit-là, ça nous demande vraiment d'aller en compassion avec nous, d'aller prendre soin de cette partie-là qui a envie de tout faire parfaitement, de prendre soin de cette partie blessée aussi à l'intérieur qui réagit, parce que c'est une partie blessée, sinon on réagirait pas. Tout ce qui nous met en réaction, et encore plus quand ça part en escalade émotionnelle, ça vient d'une partie blessée. Et donc d'aller prendre ces parties-là dans nos bras, de leur dire: «OK, je te vois, je vois que ce que tu as traversé, c'est pas facile et on est encore en chemin et on va faire de notre mieux». Et puis trouver des ressources, trouver des subterfuges, trouver, des alternatives qui font que, petit à petit, on s'améliore. Et parfois, on va y arriver et parfois, on va pas y arriver. Et ça revient à ce deuil de «je suis pas parfaite». Parfois, je vais arriver à désamorcer une situation avec ma fille, je vais être super fière de moi et parfois je vais complètement, foirer, m'énerver, crier et en fait, bah, j'ai fait de mon mieux.
et c'est hyper, fort pour moi de dire ça, hein, parce que ne pas être parfaite et impeccable dans tout ce que je fais, pour moi, c'est vraiment un énorme challenge. Donc je pense que ça, c'est vraiment un deuil à faire d'accepter de pas être parfait en tant que parent, ami, entrepreneur aussi, et puis, amoureux, amoureuse en fait dans un couple, dans tous les domaines de notre vie. En tant qu'employé, en tant que tout ce que vous voulez. On est des êtres humains, on est faillibles, c'est ça aussi qui fait qu'on n'est pas des robots et que, pour l'instant, l'intelligence artificielle ne peut pas, remplacer tout ce qu'on est parce que nous, on a justement ces failles-là qui font notre fragilité et aussi notre beauté, notre vulnérabilité. Mais ça, en tout cas, ça a été, ouais, ça a été un gros morceau pour moi. L'avant-dernier deuil dont je voulais vous parler, c'est que personne ne viendra me sauver. Et alors ça, moi j'ai quand même, je me suis quand même construite, pendant des années avec, un système qui s'effondrait facilement. Quand je parle de s'effondrer, je parle à la fois, système nerveux qui s'effondre parce que plus de ressources et donc, d'un coup, figement, effondrement, dissociation. Et je parle aussi, de cette part de nous un peu victime, l'enfant irresponsable, l'enfant roi, l'enfant fragile hem, qui dès qu'il se sent, seul, insécurisé, sans ressources, impuissant, il va s'effondrer. En fait, c'est la réaction typique, des bébés, hein. Ça parle de notre oralité quand on aborde, les névroses. Notre oralité, ça parle vraiment de ça, c'est: «Je viens au monde, j'ai faim, je pleure, je m'effondre et on me donne à manger». Donc je comprends que, quand j'ai un besoin, l'extérieur y répond. Sauf qu'en grandissant, il faut qu'on apprenne, qu'on peut développer nos propres ressources et notre propre autonomie et que c'est pas tout le temps à l'extérieur de nous nourrir. Et moi, je pense que, comme beaucoup d'entre nous, heu, bah, ça a été compliqué pour moi d'intégrer ça et donc j'ai toujours eu ce réflexe que, dès que je m'effondrais, j'allais en parler auprès de ma mère, j'allais toujours, voilà, dire: «Ça, c'est pas facile, je vais pas bien et ça, c'est dur». Et puis quand c'était pas ma mère, c'était les copines. J'ai quand même toujours un peu ce tempérament, «victime» entre guillemets, hem, d'effondrement que j'ai nourri pendant très, très longtemps, inconsciemment, hein. Et encore une fois, c'est très vulnérable pour moi de le partager ici, mais je sais que ça va parler à beaucoup d'entre vous, parce qu'on l'a tous et ça demande, heu, une force considérable et un effort colossal de sortir de ça et de se dire: «OK, maintenant, personne va venir me sauver, personne va vivre ma vie à ma place, personne va mettre en place des routines saines à ma place. Il faut que je sois ma meilleure alliée et que je me prenne en main et que je fasse ce qu'il faut». Et en fait, c'est un effort de tous les jours parce que c'est tellement facile de reglisser vers nos anciens conditionnements. «Ah mais là je vais pas bien, ah bah, je vais me foutre devant une série Netflix, je vais manger du chocolat puis ça ira mieux». Oui, on peut faire ça. Ou alors, bah, je vais aller marcher, je vais aller écouter un podcast qui m'inspire, je vais aller me connecter à la nature, je vais respirer, je vais aller à la salle de sport, et cetera. Et en fait, c'est un petit pas par petit pas et ça va avec ce «personne ne viendra me sauver», c'est aussi d'accepter que parfois j'aurais encore envie qu'on vienne me sauver et et que ça va passer par des petites actions. Là, j'ai réussi. Et là, c'était trop difficile et je suis repartie vers, une ancienne habitude et c'est OK, en fait. Et moi, je le vois vraiment, je peux en témoigner de ces derniers mois. J'ai tellement eu besoin de me remettre au centre de ma vie, de me relever de choses qui m'avaient abîmée, que je me suis dit: «Maintenant, c'est terminé, en fait». J'ai plus envie de me sentir, mal dans ma peau, j'ai plus envie de d'attendre de l'extérieur, que les choses viennent. Je vais bientôt avoir 37 ans et il y a un endroit où il faut que j'apprenne en fait à me responsabiliser,
à me reparentifier comme on dit, redevenir mes propres parents et bien sûr qu'il y a encore des moments où c'est dur et où ça fait du bien aussi de se déposer, de se confier, de se plaindre, de râler, surtout quand on est en moi personnellement quand je suis en syndrome prémenstruel. Hem Et il y a aussi des fois où je prends mon téléphone, où je vais envoyer un message, que ce soit à une copine, mes parents, peu importe, et je m'observe et je me dis: «OK, là, tu pas obligé d'envoyer ce message et tu vas faire autre chose qui va te faire du bien à la place». Parfois j'y arrive pas et et c'est ça, c'est ces petites actions au fur et à mesure qui renforcent aussi cette fierté, qui renforcent l'estime de nous et aussi d'accepter que, ben, c'est un pas à la fois. Et plutôt que de vouloir, viser, la montagne tout de suite, de me dire: «Ouais, je vais me lancer, je vais faire un méga programme de sport, tous les jours, je vais être à donf, je vais manger que comme ça, je vais couper tous les sucres». Moi, j'ai plutôt choisi le chemin de: j'essaie de manger au mieux, heu, voilà, j'achète des choses saines. Chez moi, il y a pas grand chose pour grignoter. En même temps, si j'ai envie de me faire un gâteau à l'extérieur, je me fais un gâteau à l'extérieur. Et puis, j'ai la flemme d'aller à la salle, OK, bah, j'y vais et bah, je vais faire de la marche rapide, je vais faire, un peu de vélo, un peu de muscu. Je suis pas obligée de me faire une méga séance, de ouf, pour, me sentir bien. En fait, juste mettre du mouvement. J'en parlais, dans un réel que j'avais fait sur mon Instagram, où je disais, «J'ai toujours cru que je savais pas courir». En fait, j'avais oublié que je pouvais marcher et ça parle aussi de ça, de se dire, ben, même si on n'a pas encore toutes les ressources, pour pouvoir s'accompagner sur tous les sujets, on a quand même des ressources pour pouvoir faire quelques petites choses et puis, au fur et à mesure, bah, ça deviendra de plus en plus naturel et ensuite on y arrive. Ce qui m'amène à ce dernier deuil, hem, dans lequel je suis actuellement, c'est qu'on peut pas tout régler rapidement et que parfois ça prend du temps et vraiment, là, je pense que je vous parle d'un deuil dans lequel je suis encore, donc j'ai un peu moins de recul, mais Hem, ce truc dont je vous parlais au début du podcast de pas trop savoir où je vais, pas trop savoir comment me positionner, de plus savoir ce que j'ai vraiment envie de faire, pas faire, hem, sous quelle forme, avec qui, que je suis encore en train de me remen de me remettre de mon effondrement, de tout ce que j'ai vécu quand même ces derniers mois, ces dernières années, la séparation, être devenue maman, avoir déménagé, c'est quand même assez intense et en fait d'accepter que, bah, là, je suis encore dans, l'étape, de la transition et que je vais pas pouvoir tout régler en 3 secondes. Je vais pas avoir une illumination en 3 secondes. Bien sûr qu'il y a des choses qui se dessinent à force, que je me pose les bonnes questions et en même temps, bah, accepter qu'il y a une espèce d'entre-deux, accepter le flou, accepter le flottement, revenir, à un état de contemplation et aussi de foi. Je pense que ça parle de ça et je suis assez touchée de pouvoir clôturer l'épisode du podcast avec ça parce que ça parle de foi, ça parle de j'ai pas toutes les réponses, il y a eu tous ces deuils, je sais tout ce que je ne suis plus, mais je sais pas encore vraiment qui je vais être. Et à la fois, je sais que quand je dis ça, il y a à nouveau cette petite pointe d'excitation et de joie de me dire: «Ah, parce que j'accepte de laisser tout ça derrière, et ben, on va pouvoir écrire un nouveau chapitre». Et ça c'est quand même chouette. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura inspiré. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de le faire. Ça m'a fait du bien de reprendre le micro. J'ai envie de le faire plus souvent. Et voilà, je vous souhaite que tous vos deuils soient source de renouveau, de vous permettre de vous rapprocher un petit peu plus de qui vous êtes chaque jour, de retirer peu à peu les couches de l'oignon pour retourner au cœur de notre essence véritable et nous autoriser à incarner
notre pleine authenticité et créativité. Prenez bien soin de vous et à une prochaine fois.